Tu n'es pas de la famille, ma mère a détourné le regard. On m'a mis à une table d'enfant. Puis l'addition est arrivée. 4 850 €, caviar Alverta. Bœuf de Cobb. Château Margaux 2005. Ils ont souri en maître tendant la facture. J'ai commandé un café. Et j'ai quitté le restaurant en riant. Cette table est pour la famille, Azili. La vraie famille. Ma sœur a prononcé ces mots avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux, un sourire tranchant comme du verre brisé. Elle a ri, et ce rire a résonné contre les pampilles du lustre en cristal au-dessus de nous, comme si ma douleur était la blague la plus drôle de la soirée. Il pensait que j'allais m'écraser. Il pensait que j'allais sortir ma carte bancaire noire, payer pour leur festin de roi, et m'excuser d'exister. Il s'attendait à la Azili docile, celle qui achète l'amour avec des virements bancaires. Mais ce soir-là, quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être, pour la première fois, quelque chose s'est réparé. Il ne savait pas que je tenais une grenade dégoupillée dans ma poche, et que j'étais prête à faire sauter toute cette mascarade. Tout a commencé par une vibration dans ma poche, 24 heures plus tôt. J'étais perché sur un échafaudage branlant, à 6 mètres du sol, en train d'examiner une fissure capillaire dans la voûte d'une chapelle du XVIIIe siècle en ruine, quelque part dans la vallée de la Loire. C'est mon métier, ma passion, ma vie, je suis architecte du patrimoine. Je prends des choses brisées, oubliées, des structures que le monde a jugées inutiles, et je leur rends leur gloire d'antan. La poussière de plâtre couvrait mes cils, mes mains étaient rêches, et l'odeur de la pierre humide était mon parfum quotidien. Mon téléphone a vibré contre ma hanche. J'ai essuyé mes mains sur mon pantalon de travail et j'ai regardé l'écran. Maman. Une note vocale. J'ai hésité. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de lecture. Les messages de Ghislaine, ma mère, étaient rarement porteurs de bonnes nouvelles. C'étaient souvent des demandes d'argent déguisées en inquiétude, ou des critiques passives-agressives enrobées de miel. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, c'était le 14 novembre. L'anniversaire de la mort de mon père biologique. J'ai appuyé sur lecture. Ma chérie, la voix de Ghislaine était douce, presque théâtrale. Je sais que tu es très occupée avec tes chantiers poussiéreux. Mais demain soir, nous fêtons l'anniversaire de Marius au Veau d'Or, à Paris. C'est important pour la famille. Sibylle sera là avec Gontran. S'il te plaît, Azili. Ne sois pas égoïste pour une fois. Fais un effort. On veut juste être ensemble. J'ai regardé la pierre froide sous ma main. Ne sois pas égoïste. La phrase fétiche. J'aurais dû dire non. J'aurais dû prétexter une urgence structurelle, un effondrement imminent, n'importe quoi. Je savais exactement ce qui m'attendait. Je savais que le Veau d'Or n'était pas un restaurant pour célébrer l'amour, mais un temple pour célébrer l'ego. Mais le deuil est une chose étrange. Il vous rend vulnérable. Il creuse un trou dans votre poitrine que vous essayez désespérément de combler, même avec des substituts toxiques. Je voulais, juste pour une soirée, faire partie de quelque chose. Même si ce quelque chose était un mensonge. J'ai répondu par un simple message texte, je serai là à 20h. Le contraste était saisissant. Je suis rentré chez moi, j'ai frotté ma peau sous la douche jusqu'à ce qu'elle devienne rouge pour enlever la poussière des siècles passés. J'ai troqué mes bottes de sécurité contre des escarpins noirs discrets, mon jean de travail contre une robe fourreau simple mais d'une coupe impeccable. Je n'ai pas mis de bijoux voyants. Je n'en ai pas besoin. Ma valeur ne se mesure pas en carats, mais en mètres carrés d'histoire sauvée. Dans le train RER qui m'emmenait vers le centre de Paris, je regardais mon reflet dans la vitre sombre. Une femme de 34 ans, cernée par le travail, mais solide. Solide comme le béton que je coule. Je me suis promis une chose, ce soir, je ne me laisserai pas faire. Je ne serai pas la victime. Mais je n'avais aucune idée de l'ampleur du piège qui m'attendait. Avant de vous raconter comment un simple dîner s'est transformé en guerre nucléaire familiale, j'aimerais savoir qui est avec moi ce soir. Dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous? J'adore imaginer ma voix résonner aux quatre coins du monde. Allez-y, écrivez-le maintenant, je vous attends. Le taxi m'a déposé devant le Veau d'Or, situé dans le 8e arrondissement, à 2 pas des Champs-Élysées.
La façade était intimidante, tout en marbre noir et dorures excessives. Le portier, un homme en livrée qui semblait juger la valeur de votre âme à la marque de vos chaussures, m'a ouvert la porte avec une courbette millimétrée. L'intérieur sentait l'argent. Pas l'argent discret et ancien, mais l'argent nouveau, bruyant et agressif. L'air était saturé de parfums lourds, un mélange de oud, de roses bulgares et de truffes noires. Les conversations n'étaient qu'un bourdonnement feutré, ponctué par le tintement cristallin des verres baccarat. C'était un endroit où l'on venait pour être vu, pas pour manger. Je les ai repérés immédiatement. Ils étaient installés à la meilleure table, au centre de la pièce, sous l'immense lustre central qui projetait une lumière flatteuse sur leur visage. Sibylle, ma sœur aînée, trônait comme une reine. À 36 ans, elle se battait contre le temps avec une férocité coûteuse. Elle portait une robe à paillettes dorées qui criait « Regardez-moi », et son maquillage était si épais qu'il ressemblait à un masque de théâtre kabuki. Elle tenait son téléphone à bout de bras, faisant une moue boudeuse pour un live Instagram. À côté d'elle, Gontran, son mari. Un homme mou, au visage luisant de sueur et d'autosatisfaction, engoncé dans un costume trop serré. Il riait fort, trop fort, d'une blague qu'il venait probablement de raconter lui-même. Et puis, il y avait ma mère, Ghislaine, et mon beau-père, Marius. Maman avait l'air anxieuse, ses yeux scannant la salle pour vérifier qui les regardait. Marius, lui, avait déjà un verre de whisky à la main, son visage rougeaud affichant l'arrogance de celui qui croit que le monde lui doit quelque chose. J'ai pris une profonde inspiration, lissant le tissu de ma robe, et je me suis avancée. Sibylle m'a vue la première. Elle a baissé son téléphone, son sourire de réseau social s'effaçant pour laisser place à une grimace de dédain. Elle m'a scanné de haut en bas, s'arrêtant sur mes mains, cherchant probablement des traces de peinture ou de plâtre. « Ah, te voilà », a-t-elle lancé, sa voix perçant le brouhaha ambiant. On commençait à croire que tu étais resté coincé dans tes ruines. J'espère que tu t'es lavé les cheveux, il y avait une odeur de vieux grenier la dernière fois. Gontran a pouffé de rire, recrachant presque une gorgée de son apéritif. Allons, Sibylle, sois gentille. L'artisanat, c'est noble. Quelqu'un doit bien faire le sale boulot pendant que nous gérons le capital. J'ai ignoré la pique. J'ai regardé ma mère. J'attendais un « bonjour », un « je suis contente que tu sois là », peut-être même une bise. En France, la bise est sacrée. C'est le minimum syndical de la politesse. Ghislaine a simplement hoché la tête, un geste sec et royal. Tu es en retard de 3 minutes, Azili. Marius déteste attendre pour commander. Pas de chaleur. Pas d'accueil. Juste un reproche immédiat. J'ai senti le froid m'envahir, un froid bien plus intense que celui des courants d'air de mes chantiers. J'étais entré dans l'arène, et je n'avais même pas de bouclier. Bonsoir à tous, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Joyeux anniversaire, Marius. Marius a grogné, agitant sa main charnue comme pour chasser une mouche. Assieds-toi, qu'on en finisse. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un problème. Un problème physique, logistique, et cruellement intentionnel. Je me suis dirigé vers la seule place qui semblait logique, l'espace vide à gauche de ma mère. La table était ovale, dressée avec une nappe blanche immaculée qui tombait jusqu'au sol. Il y avait de la place. Largement de la place. J'ai posé ma main sur le dossier de la chaise vide. Ah, non. Sibylle a aboyé, son bras jaillissant comme un cobra pour poser son énorme sac à main Birkin, une contrefaçon très bien faite, je l'ai noté immédiatement à la couture de la anse, sur le siège. Désolé, chérie. Ce siège est pris. J'ai froncé les sourcils. Pris par qui? Nous sommes 5. Sibylle a tapoté le cuir de son sac. Par mon bébé. Il ne supporte pas d'être par terre. Le sol est sale, tu sais. Et puis, le cuir est fragile. C'est un investissement, contrairement à tes bottes de chantier. J'ai regardé ma mère. Maman? Tu vas la laisser mettre son sac à main sur une chaise alors que je suis debout? Ghislaine a évité mon regard, s'intéressant soudainement beaucoup à l'arrangement floral au centre de la table. Écoute, Azili, ne fais pas d'histoire. Sibylle est fatiguée, elle a eu une longue journée de shooting photo. Arrange-toi.
M'arranger? J'ai regardé autour de la table. Il n'y avait pas d'autre chaise. C'est à ce moment que Gontran a claqué des doigts pour appeler un serveur. Garçon! Il nous faut une chaise supplémentaire. Pour la petite sœur. Il a dit « petite sœur » avec une condescendance qui m'a donné la nausée. Le serveur, un jeune homme à l'air épuisé, est revenu quelques instants plus tard. Il ne portait pas une chaise en velours rouge assortie aux autres. Non. Il portait une chaise pliante. Une chaise d'appoint, en bois sombre, un peu plus basse que les autres. Le genre qu'on sort du placard quand on a des invités inattendus qu'on n'aime pas vraiment. Il l'a placée non pas à la table, mais en bout de table, légèrement en retrait, dans l'angle mort de Marius et de Sibylle. Juste à côté du passage incessant des serveurs vers la cuisine. À chaque fois que la porte de la cuisine s'ouvrait, je recevrais une bouffée d'air chaud et d'odeur de graisse. Voilà, a dit Sibylle avec un sourire satisfait. C'est parfait. Comme ça, tu auras plus de place pour tes coudes. On sait que tu as des manières un peu rustiques. Je suis restée debout, pétrifiée. L'humiliation me brûlait les joues. Ce n'était pas juste une question de confort. C'était un message. Un message clair, hurlé en silence, tu n'es pas des nôtres. Tu es une pièce rapportée. Une gêne. Cette table est pour la famille, Azili, a ajouté Sibylle, savourant chaque syllabe. La famille cœur de cible, tu comprends? Toi, tu es toujours un peu, en périphérie. Allez, assieds-toi sur ton tabouret. Ne gâche pas l'ambiance. J'ai regardé ma mère une dernière fois, espérant, priant pour qu'elle dise quelque chose. Sibylle, enlève ton sac. Non, ma fille ne s'assiera pas là. N'importe quoi. Maman a pris une gorgée d'eau et a dit, le menu a l'air divin. Marius, regarde, ils ont du homard. Le message était reçu. Je me suis assise lentement sur la chaise pliante. Elle était dure, inconfortable, et mes yeux arrivaient à peine au niveau des épaules des autres. J'étais une enfant punie à la table des adultes. J'ai croisé les mains sur mes genoux, sentant le tissu de ma robe se tendre. À l'intérieur, une petite digue venait de céder. L'espoir que j'avais nourri en venant ici s'était noyé. À sa place, une colère froide, liquide et noire commençait à monter. Le rituel de la commande a commencé, et c'était un spectacle grotesque d'avarice. Le maître d'hôtel s'est approché avec les grands menus reliés de cuir. Il les a distribués à tout le monde, sauf à moi. Il a fallu qu'il retourne à sa desserte pour en chercher un dernier, qu'il m'a tendu du bout des doigts, comme si j'étais contagieuse. Gontran a ouvert le bal. Il a parcouru la carte des vins, ses yeux porcins brillants de convoitise. Il ne cherchait pas le vin qui s'accorderait avec les plats. Il cherchait le prix le plus élevé. Ah, voilà, a-t-il exclamé, faisant tourner son index sur la page. Château Margaux 2005. Un classique. Il nous en faut 2 bouteilles pour commencer. Il faut bien aérer le palais. J'ai jeté un coup d'œil rapide à mon menu. Le Château Margaux 2005 était affiché à 1 200 € la bouteille. 2 bouteilles. 2 400 € avant même que la première bouchée de pain ne soit avalée. Mon estomac s'est noué. Excellent choix, monsieur, a ronronné le sommelier. Sibylle a pris la relève. Pour moi, en entrée, je prendrai le caviar Alverta impérial. La boîte de 50 grammes. Je veux faire une story avec la nacre, c'est tellement chic. Et ensuite, le homard bleu breton, grillé entier. Et pour monsieur, a demandé le serveur à Marius. Le bœuf de Cobb, a grogné Marius. Le vrai. Grade à 5. Je veux que ça fonde dans la bouche. Et rajouter une rasade de truffes noires râpées par-dessus. Soyez généreux. Maman a commandé un risotto au Saint-Jacques et au safran, l'un des plats les plus chers de la section poisson. Et nous partagerons le plateau de fruits de mer royal pour l'apéritif, a-t-elle ajouté avec un petit rire nerveux. L'addition mentale tournait dans ma tête comme un compteur Geiger affolé. On dépassait déjà les 3 000 €. Puis, le serveur s'est tourné vers moi. Il a dû baisser légèrement les yeux, car j'étais assise plus bas que les autres. Et pour Mademoiselle en bout de table? Sibylle a ricané. Oh, faites attention, elle a un budget serré.
Elle a l'habitude des sandwichs de chantier. J'ai fermé le menu doucement. Je n'avais pas faim. La nausée de l'injustice me prenait à la gorge. Je savais exactement ce qui allait se passer. À la fin du repas, Marius ferait sa fausse scène de « j'ai oublié mon portefeuille », Gontran dirait que sa carte a un plafond, et tous les regards se tourneraient vers moi. « Allez, Azili, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, tu as ta propre boîte. C'est un petit cadeau pour la famille, non ?» C'était le scénario habituel. Mais ce soir, je n'étais pas venu pour jouer mon rôle. J'ai levé les yeux vers le serveur. J'ai soutenu son regard méprisant. Pour moi, ce sera une eau minérale gazeuse. Sans Pellegrino. Pas de citron. Pas de glaçon. Un silence est tombé sur la table. Sibylle a arrêté de retoucher son maquillage. Gontran a laissé sa fourchette en l'air. Pardon, a demandé le serveur, comme si je l'avais insulté. Une eau gazeuse, ai-je répété, articulant chaque syllabe. C'est tout pour moi. Je n'ai pas très faim ce soir. Mais Azili, s'est exclamée ma mère, visiblement embarrassée. Tu ne vas pas nous regarder manger ? C'est ridicule. Prends au moins une salade. Non merci, maman. Je suis ici pour la compagnie, n'est-ce pas ? La nourriture est secondaire quand on est en famille. Sibylle a levé les yeux au ciel. Laisse-la, maman. Elle fait sa martyre. Elle veut qu'on la supplie. Si elle veut boire de l'eau pendant qu'on déguste du margot, c'est son problème. Plus de caviar pour nous. Le serveur a arraché le menu de mes mains et s'est éloigné en secouant la tête. Je suis restée assise sur ma chaise pliante, les mains croisées, regardant ma famille se préparer à engloutir l'équivalent du salaire annuel d'un ouvrier en une soirée. Je me sentais seule, terriblement seule. Mais aussi étrangement lucide. Je voyais les fils de la marionnette, et pour la première fois, j'avais une paire de ciseaux. Arrêtons-nous une seconde. Soyez honnête avec moi. Si votre famille vous invitait dans un palace, vous asseyez sur une chaise pliante à l'écart, et commandait pour 3000 € de nourriture en se moquant de votre travail. Que auriez-vous fait à ce moment précis ? Auriez-vous commandé de l'eau comme moi, ou auriez-vous renversé la table ? Dites-moi votre réaction dans les commentaires ci-dessous. Je lis tout. Les plats ont commencé à arriver, une procession de porcelaine fine et d'argenterie. Le plateau de fruits de mer était une tour de Babel de glace et de crustacés. Les huîtres brillaient comme des bijoux humides. Marius s'est servi une large rasade de vin, le faisant tourner dans son verre avec une prétention d'expert. Ah, le nez ? Fruits rouges, cuir, tabac. C'est l'odeur du succès, ça. Pas vrai Gontran ? Gontran, la bouche pleine de pain beurré, a acquiescé vigoureusement. Absolument, beau-père. En parlant de succès, j'ai failli conclure cette affaire avec les investisseurs qataris hier. Ils étaient pendus à mes lèvres. Bon, c'est reporté au trimestre prochain pour des raisons techniques, mais c'est quasiment fait. Des millions en jeu. Je savais que c'était un mensonge. Gontran était un consultant autoproclamé qui passait ses journées à jouer au golf et à dilapider l'argent que ses parents lui versaient encore. Sa dernière affaire avait été une pyramide de Ponzi médiocre qui avait failli l'envoyer en prison. Et toi, ma chérie ? Maman s'est tournée vers Sibylle, un morceau de homard au bout de sa fourchette. Comment va ta carrière d'influenceuse ? Sibylle s'est illuminée, se redressant pour que la lumière du lustre frappe son décolleté. C'est la folie, maman. J'ai gagné 200 abonnés cette semaine. Une marque de thé détox m'a contacté pour un partenariat. Ils vont m'envoyer des sachets gratuits. Je suis en train de construire un empire. C'est du travail acharné, tu sais. Les gens ne se rendent pas compte de la pression de devoir être parfaite tout le temps. Elle a jeté un regard en biais vers moi, assise devant mon verre d'eau vide. Ce n'est pas comme le travail d'Azili, a-t-elle continué, sa voix dégoulinante de fausse compassion. Toi, tu as de la chance, au fond. Personne ne te regarde. Tu peux être sale, en sueur, personne ne s'en soucie. Tu n'as pas d'image à maintenir. J'ai pris une gorgée d'eau. Les bulles piquaient ma langue. J'ai appliqué la méthode de la roche grise, Grey Rock.
Devenir aussi inintéressante et impassible qu'un caillou. Ne donner aucune prise. Le patrimoine est un travail de l'ombre, c'est vrai, ai-je répondu d'une voix monotone. De l'ombre, c'est le mot, a ricané Marius. Franchement, Azili, quand est-ce que tu vas trouver un vrai boulot? Un truc de bureau, climatisé, propre. Tu as 34 ans et tu joues encore dans la boue. C'est embarrassant pour nous, tu sais. Quand mes amis me demandent ce que fait ma belle-fille, je suis obligée d'inventer que tu es architecte d'intérieur. Je suis architecte du patrimoine, Marius. J'ai un diplôme d'État. Je dirige une équipe de 12 artisans spécialisés. Oui, oui, des maçons et des tailleurs de pierre, a balayé Sibylle. Des ouvriers, quoi? Tu es la reine des ouvriers. Félicitations. Ils ont tous ri. Maman a ri aussi, un petit rire nerveux, complice. C'était ce rire-là qui faisait le plus mal. Celui de la validation. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas mentionné que ce matin même, le magazine architectural Digeste m'avait appelé pour me dire que ma restauration du château de Vigny ferait la couverture du mois prochain. Je n'ai pas mentionné que mon carnet de commandes était plein jusqu'en 2030. Je n'ai pas mentionné que je gagnais en un mois ce que Gontran prétendait gagner en un an. À quoi bon? Il ne verrait pas ma réussite. Il ne verrait que ce qu'il voulait voir, le vilain petit canard qui devait rester à sa place. Le dîner avançait, lourd et gras. Les bouteilles de vin se vidaient à une vitesse alarmante. Gontran avait le visage de plus en plus rouge, et la voix de Marius montait en volume, attirant les regards agacés des tables voisines. Soudain, un homme s'est approché de notre table. Il était grand, distingué, avec des cheveux argentés et une légion d'honneur discrète à la boutonnière. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était Monsieur de Villepin, un ancien ministre, et surtout, un grand mécène des arts. J'avais travaillé indirectement avec sa fondation sur un projet l'année dernière. Gontran s'est levé précipitamment, manquant de renverser son verre. Monsieur le ministre. Quel honneur. Vous vous souvenez de moi? Gontran Dubois, on s'est croisés au club de golf. Monsieur de Villepin l'a regardé avec une politesse vague. Ah, oui. Certainement. Bonsoir. Puis, son regard s'est posé sur moi, assise sur ma chaise pliante, en retrait. Ses yeux se sont plissés. Il semblait chercher à me remettre. Mademoiselle, a-t-il commencé, faisant un pas vers moi. Votre visage me dit quelque chose. N'étiez-vous pas au colloque sur la restauration des monuments historiques le mois dernier? Mon cœur a fait un bond. C'était le moment. Une reconnaissance extérieure. Une validation. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, ma mère a jailli. Littéralement. Elle s'est interposée, posant une main sur le bras de Monsieur de Villepin, le coupant physiquement de moi. Oh, monsieur, vous devez faire erreur, a-t-elle dit avec un rire cristallin et forcé. Cette jeune fille n'est personne d'important. C'est l'ancienne assistante de ma fille Sibylle. Elle est venue ce soir pour nous aider avec les paquets et nous raccompagner. Elle est un peu simple, vous savez. Elle ne va pas au colloque. Le temps s'est arrêté. Le bruit du restaurant s'est éteint. Il ne restait que le battement sourd de mon sang dans mes oreilles. Assistante. Simple. Personne d'important. Ma propre mère venait de me nier. Elle ne m'avait pas seulement insulté, elle m'avait effacé. Elle avait préféré mentir à un homme puissant et me réduire à l'état de domestique plutôt que d'admettre que sa fille, ouvrière, pouvait avoir des relations qu'elle n'avait pas. Elle avait honte de moi. Une honte viscérale, profonde. Monsieur de Villepin a semblé confus, gêné par l'intervention agressive de ma mère. Il m'a jeté un dernier regard curieux, puis a hoché la tête poliment. Je vois. Bonsoir, madame. Bon dîner. Il est parti. Je suis restée figée, mes mains crispées sur la nappe au point que mes jointures étaient blanches. J'ai regardé ma mère. Elle ne me regardait pas. Elle se rasseyait, lissant sa jupe, prenant une grande gorgée de vin, ses joues légèrement roses. Elle savait ce qu'elle venait de faire. Et elle s'en fichait. C'était la fin. Quelque chose en moi, qui avait survécu à 30 ans de négligence, venait de mourir.
L'enfant qui voulait l'amour de sa maman avait rendu son dernier soupir sur cette chaise pliante. J'ai sorti mon téléphone sous la table. J'ai ouvert ma conversation avec tante Bettina, la sœur de ma mère, la brebis galeuse de la famille, parce qu'elle disait la vérité, et ma seule alliée. J'ai tapé, tu avais raison. Ils sont irrécupérables. Maman vient de dire à de Villepin que je suis l'assistante simplette de Sibylle. Je passe au plan B. 3 secondes plus tard, une réponse a vibré, fais-les saigner, ma chérie. Je m'occupe de l'aspect légal dès demain matin. Ne paie pas un centime. J'ai rangé mon téléphone. J'ai relevé la tête. J'ai décroisé mes jambes. J'ai pris mon verre d'eau. Et j'ai souri. Tout va bien, Azili, a demandé Sibylle, la bouche pleine de caviar. Tu as l'air bizarre. Tu ne vas pas pleurer parce que maman a dit la vérité, quand même? Franchement, assistante, c'est déjà un beau titre pour toi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon sourire ne vacillait pas. C'était un sourire froid, chirurgical. Non, Sibylle, ai-je dit d'une voix douce, presque chantante. Tout va très bien. Maman a tout à fait raison. Je suis là pour assister. Pour servir. C'est une soirée importante, n'est-ce pas? La famille, c'est sacré. J'ai vu une lueur de doute passer dans les yeux de Gontran. Il ne comprenait pas ce changement d'humeur soudain. Mais l'avidité a vite repris le dessus. Ils ont interprété ma soumission apparente comme une capitulation. Ils ont pensé, ça y est, elle a craqué. Elle va essayer d'acheter notre pardon. C'est bien que tu le reconnaisses, a dit Marius en se resservant du vin. Allez, ne sois pas rancunière. Mange un morceau de pain. Oh non, je ne voudrais pas vous priver, ai-je répondu. Mais vous devriez vraiment profiter. Marius, tu as fini ton vin? On devrait peut-être en recommander une autre bouteille? Et Sibylle, tu n'avais pas parlé de ce dessert spécial, la tour de macarons à la feuille d'or? Les yeux de Sibylle se sont écarquillés. La tour Marie-Antoinette? Elle coûte 250 €. Et alors, ai-je dit en haussant les épaules. C'est une fête, non? On ne vit qu'une fois. Et puis, ça fera magnifique sur ton Instagram. Sibylle a mordu à l'hameçon avec la voracité d'un requin. Tu as raison. Garçon. La tour de macarons. Et rajouter une bouteille de champagne Ruinart rosé pour aller avec. Maman m'a regardé, un sourire soulagé sur le visage. C'est bien, ma chérie. Je suis contente de voir que tu fais des efforts pour t'intégrer. C'est tout ce que je voulais. Oui, maman, ai-je murmuré. Je fais des efforts. J'ai regardé la table se remplir encore plus. Cognac Louis XIII pour Marius, 300 € le verre. Fromage affiné. Café gourmand. Il commandait avec une frénésie presque obscène, rassuré par l'idée implicite que la banquière, Azili, avait accepté son sort. Il pensait que mon silence était de l'acceptation. Il ne savait pas que c'était le calme avant l'exécution. Je buvais mon eau gazeuse à petites gorgées, calculant mentalement le total. Nous approchions des 5000 €. C'était parfait. Plus la chute serait haute, plus le bruit de l'impact serait satisfaisant. 2 heures plus tard, la table ressemblait à un champ de bataille après un pillage. Des carcasses de homards gisaient dans les assiettes, des taches de vin rouge maculaient la nappe blanche, et des miettes de macarons dorés parsemaient le tout. Marius ronflait à moitié sur sa chaise, le bouton de sa chemise prêt à sauter. Sibylle triait ses photos sur son téléphone, l'air béat. Le maître d'hôtel s'est approché, le visage impénétrable. Il tenait dans ses mains le petit porte-addition en cuir noir. L'objet de toutes les peurs et de tous les pouvoirs. Il l'a posé délicatement au centre de la table, à égale distance de tout le monde. Immédiatement, la danse hypocrite a commencé. « Oh, mon Dieu, où est mon portefeuille ?» s'est exclamé Marius en tapotant ses poches vides avec une fausse panique de mauvais acteur. « Je crois que je l'ai laissé dans la veste au vestiaire, ou dans la voiture. » Ma carte a un plafond hebdomadaire ridicule, a soupiré Gontran en se curant les dents. Ces banques, quel tyran. Je ne peux pas passer plus de 500 € ce soir. Maman a regardé ses mains. Je n'ai que mon chéquier, et ils ne prennent pas les chèques ici.
Un silence lourd s'est installé. Tous les regards ont convergé vers moi. Vers la petite sœur, elle ouvrière, elle assistante. Mais surtout, vers celle qui n'avait pas de mari, pas d'enfant, et une entreprise qui tournait. Gontran a tendu la main et a fait glisser le porte-addition sur la nappe. Il a glissé lentement, comme un petit cercueil de cuir, jusqu'à s'arrêter juste devant mon verre d'eau, sur le bord de ma table pliante. « Allez, Azili, a dit Sibylle avec un sourire mielleux. Fais-nous cet honneur. C'est un peu ta soirée aussi, finalement. Tu as pu t'asseoir avec nous, profiter de l'ambiance. Et puis, on sait tous que tu as les moyens. Papa et maman ont en fait pour toi. » J'ai regardé le cuir noir. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ouvert le dossier. La note était longue comme un parchemin. J'ai sauté les détails pour aller directement en bas de la page, à droite, là où le chiffre était écrit en gras. 4 850 € et 50 centimes d'euros. C'était indécent. C'était le prix d'une petite voiture d'occasion. C'était 3 mois de salaire pour beaucoup de gens. Et ils l'avaient englouti en 3 heures, sans même me proposer une crevette. J'ai levé les yeux. Ils attendaient tous, le sourire aux lèvres, confiants. Ils attendaient que je sorte ma carte. Que je valide leur vol. Que je confirme ma place de paillasson familial. J'ai refermé le dossier doucement. 4 850 € et 50 centimes, ai-je annoncé calmement. C'est raisonnable pour la qualité, a commenté Marius. Allez, paix, qu'on puisse rentrer. Je suis fatigué. J'ai hoché la tête. J'ai posé ma main sur mon sac à main. J'ai vu les épaules de ma mère se détendre. J'ai ouvert mon sac. J'ai fouillé à l'intérieur. J'en ai sorti mon petit porte-monnaie. J'ai ouvert le compartiment à pièces. J'ai sorti un billet de 5 €, une pièce de 2 € et une pièce de 1 €. J'ai posé les 8 € sur le dossier en cuir noir. Chapitre 9, je ne suis pas de la famille nombre de mots, 650. Le tintement de la pièce de 2 € sur la table a résonné comme un coup de feu dans le silence de notre groupe. Sibylle a froncé les sourcils, penchant la tête comme un chien qui ne comprend pas un tour de magie. C'est quoi ça? C'est un pourboire? C'est radin, Azili. J'ai gardé ma main posée sur les 8 €. Non, Sibylle, ai-je dit, ma voix claire et portante, traversant la table. Ce n'est pas un pourboire. C'est ma part. Ta part? Gontran a bégayé. Oui. J'ai commandé une eau gazeuse sans Pellegrino. Elle coûte 8 € sur le menu. J'ai vérifié. Voici 8 €. Le compte est bon. Sibylle a éclaté d'un rire nerveux. Tu plaisantes? C'est une blague, c'est ça? Tu ne vas pas nous faire payer alors qu'on t'a invité. Invité? J'ai haussé un sourcil. M'inviter, c'est m'offrir le repas. Or, vous me demandez de payer. Donc je ne suis pas invitée. Je suis une cliente. Et en tant que cliente, je paie ce que j'ai consommé. Marius est devenu pourpre. Petite insolente. On a mangé ensemble. C'est une note commune. On divise. Ah. J'ai fait semblant d'être surprise. On divise? C'est étrange. Quand vous mangiez le homard, je ne me souviens pas qu'on m'ait proposé une pince. Quand vous buviez le margot, mon verre est resté vide. Pourquoi devrais-je subventionner votre cholestérol? Parce que c'est la famille, a hurlé ma mère, perdant soudain toute sa retenue royale. Parce que tu es ma fille et que tu dois aider ta famille. Je me suis levée lentement. J'ai repoussé ma chaise pliante. Elle a raclé le sol avec un bruit désagréable qui a fait tourner quelques têtes aux tables voisines. La famille, ai-je répété, baissant la voix pour qu'elle devienne un murmure dangereux. C'est drôle que tu utilises ce mot, maman. Il y a 2 heures, Sibylle m'a dit que cette table était pour la vraie famille, et m'a mise sur un tabouret dans le couloir. Il y a 1 heure, tu as dit à monsieur de Villepin que je n'étais pas ta fille, mais l'assistante de Sibylle. Le visage de Ghislaine s'est décomposé. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Alors, ai-je continué, impitoyable. Si je suis l'assistante, je ne paie pas les notes de frais de mes patrons.
Et si je ne suis pas de la vraie famille, je ne suis pas tenue à la solidarité familiale. Vous avez défini les règles ce soir. Je ne fais que les suivre. Tu ne peux pas faire ça, a sifflé Sibylle, la panique commençant à percer sous le fond de teint. On n'a pas l'argent. Si tu ne paies pas, ils vont appeler la police. C'est fort probable, ai-je admis en remettant mon sac sur mon épaule. Je vous suggère de commencer à laver la vaisselle. Ou peut-être que tu peux payer avec tes abonnés Instagram? Je suis sûre que le patron acceptera la visibilité. Azili, je t'en supplie, a gémi Gontran, qui voyait déjà sa vie défiler devant ses yeux. J'ai des problèmes de trésorerie. Si ça se sait, je suis fini. Je l'ai regardé avec pitié. Pas de la compassion. De la pitié. Gontran, tu étais fini au moment où tu as commandé une bouteille à 1200 € sans avoir un sou en poche. C'est de la sélection naturelle à ce stade. J'ai fait un pas en arrière, m'éloignant de la table maudite. La scène qui a suivi a été d'une laideur fascinante. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Sibylle s'est levée d'un bond, renversant sa chaise. Tu ne partiras pas. Maman, fais quelque chose. Elle nous abandonne. Maman pleurait maintenant, de vraies larmes de terreur. Azili, reviens. Comment peux-tu être aussi cruelle? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi? J'ai ri, un rire bref et sans joie. M'ignorer? M'humilier? Me traire comme une vache à lait à chaque fois que vous vivez au-dessus de vos moyens? C'est fini, maman. Le guichet est fermé. Définitivement. Le maître d'hôtel, sentant le scandale, s'est approché rapidement, accompagné de 2 serveurs robustes qui ressemblaient plus à des videurs. Y a-t-il un problème avec l'addition, a-t-il demandé, sa voix glaciale. Je me suis tournée vers lui, affichant mon sourire le plus professionnel. Aucun problème pour ma part, monsieur. J'ai réglé ma consommation. C'est 8 €. J'ai pointé les pièces. Ces gens, qui sont des connaissances lointaines, semblent avoir un différend financier entre eux pour le reste des 4 842 €. Mais cela ne me concerne pas. Je suis l'assistante, vous comprenez? Je rentre chez moi. Mais madame, a commencé le maître d'hôtel. Je vous déconseille de me retenir, ai-je dit doucement. J'ai un reçu pour mon eau si vous le souhaitez. Pour le reste, je crois que madame avec la robe à paillettes a un sac Birkin. S'il est vrai, il devrait couvrir une bonne partie de la note. S'il est faux, eh bien, bon courage. Sibylle a poussé un cri strident, protégeant son sac contre sa poitrine. Il est vrai. Ne me touchez pas. C'était le chaos. Les clients des autres tables s'étaient tués et regardaient ouvertement. Certains filmaient. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé, Sibylle voulait être célèbre sur les réseaux sociaux. Elle allait l'être, mais pas comme elle l'imaginait. Marius essayait de négocier avec un serveur, proposant sa montre. Gontran était prostré, la tête dans les mains. Maman me regardait avec une haine pure, une haine que je n'avais jamais vue auparavant. Tu es un monstre, a-t-elle articulé. Non, maman, ai-je répondu. Je suis juste le miroir que tu as fabriqué. Tu n'aimes pas ton reflet? J'ai pivoté sur mes talons. J'ai commencé à marcher vers la sortie, traversant la salle dorée. Mes pas étaient légers. Je ne sentais plus le poids de leurs attentes, ni celui de leur mépris. Je me sentais aérienne. Mais Sibylle n'en avait pas fini. J'ai entendu le bruit de talons précipités derrière moi, puis une main a agrippé mon bras avec force. Chapitre 11, le coup de grâce de tante Bettina. Nombre de mots, 650. Je me suis retournée. Sibylle était là, le visage déformé par la rage, le mascara coulant sur ses joues. Elle me tenait le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma chair. Tu vas payer, a-t-elle sifflé, postillonnant de rage. Tu vas revenir là-bas et donner ta carte, ou je jure devant Dieu que je vais te détruire. Je vais dire à tout le monde que tu as volé l'argent de grand-mère. Je vais ruiner ta réputation. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis j'ai levé les yeux vers les siens. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas essayé de me dégager. J'ai simplement sorti mon téléphone de ma poche libre. Lâche-moi, Sibylle, ai-je dit calmement.
Jamais. Paix. J'ai déverrouillé l'écran. Tu veux parler d'argent? Tu veux parler de réputation? Très bien. Écoutons ce que tante Bettina a à dire. Elle m'a envoyé ça il y a 10 minutes. J'ai appuyé sur le haut-parleur et monté le volume au maximum. La voix de ma tante Bettina, rauque et autoritaire, elle est avocate pénale, a jailli du téléphone, assez fort pour que Sibylle, Gontran, qui s'était approchée, et maman entendent. Azili, ma chérie. J'ai eu la confirmation du notaire ce soir. Le testament de maman, ta grand-mère, est formel. La villa en Provence n'a pas été léguée à Ghislaine comme elle le prétend. Elle t'a été léguée à toi, intégralement. Ghislaine n'a que l'usufruit d'un petit studio à Nice. Ah, et autre chose, j'ai lancé la procédure de saisie contre la société de Gontran pour les 50 000 € qu'il m'a empruntés en 2019. L'huissier passera demain matin. Bon courage pour ton dîner. Le silence qui a suivi ce message était absolu. Plus lourd que le plomb. La main de Sibylle a glissé de mon bras comme si elle avait perdu toute force musculaire. Gontran a émis un petit bruit étranglé, comme une souris sur laquelle on aurait marché. L'huissier, demain? Maman était devenue blanche comme un linge. Son grand mensonge, celui qui tenait la famille soumise, l'idée qu'elle contrôlait l'héritage futur, venait d'être pulvérisé. La villa, a murmuré Sibylle. Mais maman nous a promis qu'on pourrait la vendre pour payer nos dettes. Maman a menti, ai-je dit. Comme toujours. J'ai rangé mon téléphone. Voilà la situation. Je suis propriétaire de la maison où vous passez vos vacances. Gontran est en faillite. Et vous devez 4 850 € à ce restaurant dans les 10 prochaines minutes. Je pense que vous avez des soucis plus urgents que de me menacer. Sibylle a reculé, titubant presque. Elle a regardé sa mère avec horreur. La dynamique avait changé instantanément. Les loups allaient se manger entre eux. Adieu, Sibylle, ai-je dit. Cette fois, personne n'a essayé de m'arrêter. Ils étaient trop occupés à regarder l'abîme s'ouvrir sous leurs pieds. J'ai repris ma marche vers la sortie. Derrière moi, le brouhaha a repris, mais c'était un bruit différent. C'était le son de la panique. J'ai entendu la voix du gérant s'élever. « Monsieur, si vous ne pouvez pas payer, je dois appeler la police nationale. » C'est la procédure pour une filouterie d'aliments. Filouterie. Quel mot merveilleux. J'ai poussé la lourde porte tournante en verre. L'air froid de la nuit parisienne m'a frappé au visage, vif, pur, nettoyant. Ça sentait les gaz d'échappement, la pluie froide et les marrons chauds, et pour moi, c'était le parfum de la liberté. Le portier m'a regardé sortir seul. Il a semblé percevoir quelque chose dans mon allure, car il n'a pas fait son sourire obséquieux habituel. Il a incliné la tête avec un respect sincère. « Bonne soirée, madame. »« Bonne soirée », ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. Je me suis arrêté sur le trottoir de l'avenue Georges V. Les lumières de Paris scintillaient autour de moi. La tour Eiffel balayait le ciel de son faisceau lumineux. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons jusqu'à ce qu'ils fassent mal. Je n'avais plus de famille. Techniquement, j'étais orpheline. Je n'aurais plus de repas de Noël, plus d'appels d'anniversaire hypocrites, plus de faux semblants. La peur m'a effleuré un instant. La solitude est vertigineuse. Mais ensuite, j'ai pensé à la chaise pliante. J'ai pensé au mot « assistante ». J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais sentie seule alors que j'étais assise au milieu d'eux. Être seule par choix est une puissance. Être seule par rejet est une souffrance. Ce soir, j'avais choisi. J'ai levé la main pour héler un taxi. Une voiture noire s'est arrêtée. Je suis montée à l'arrière, m'enfonçant dans le cuir usé mais confortable. « Où va-t-on » a demandé le chauffeur, un homme âgé aux yeux bienveillants dans le rétroviseur. « Loin d'ici » ai-je soufflé. Puis, me reprenant, « Gare de Lyon, s'il vous plaît. » Je rentre chez moi. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai vu par la vitre arrière une voiture de police avec ses gyrophares bleus s'arrêter devant le Veau d'Or. 2 agents en sont sortis et sont entrés dans le restaurant. J'ai détourné le regard. Ce n'était plus mon histoire. Dans le cocon sombre du taxi,
l'adrénaline a commencé à retomber. Et quand l'adrénaline part, elle laisse place à la douleur brute. Mes mains ont commencé à trembler. Un tremblement incontrôlable qui partait de mes doigts et remontait le long de mes bras. Mes dents se sont mises à claquer. Ce n'était pas du regret. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. C'était le choc du deuil. Je venais d'enterrer ma mère, ma sœur, mon passé, tout ça en l'espace d'une heure. Une larme chaude a roulé sur ma joue, suivie d'une autre. Je n'ai pas émis de son, mais mes épaules ont commencé à secouer. Je pleurais pour la petite fille de 7 ans qui essayait de dessiner des maisons parfaites pour que sa maman la regarde. Je pleurais pour l'adolescente qui avait travaillé tout l'été pour se payer ses études d'archi pendant que sa sœur recevait une voiture. Je pleurais pour la femme qui avait espéré, jusqu'à la dernière seconde, qu'on lui propose une vraie chaise. Le chauffeur a ralenti un peu. Il a baissé la musique de la radio. « Ça va aller, mademoiselle » a-t-il demandé doucement. Il ne s'est pas retourné, respectant ma pudeur. « C'est une rude soirée ?» Oui, ai-je croassé. Une rude soirée. J'ai perdu ma famille ce soir. Il a gardé le silence un moment, naviguant dans le trafic fluide des quais de Seine. Parfois, a-t-il dit de sa voix grave, il faut couper la branche pour sauver l'arbre. Si la branche est pourrie, elle empoisonne tout le reste. Ça fait mal quand on coupe, mais après, l'arbre grandit mieux. J'ai levé les yeux vers ses yeux dans le rétroviseur. C'était une sagesse simple, offerte par un inconnu, qui valait plus que tous les discours de ma mère en 30 ans. Merci, ai-je murmuré. Il y a des mouchoirs dans la portière, a-t-il ajouté. J'ai pris un mouchoir, j'ai essuyé mes yeux, j'ai mouché mon nez bruyamment. J'ai regardé la Seine défiler, noire et brillante. Elle coulait, indifférente, magnifique. La vie continuait. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans mon sac. Je savais qui c'était. Je ne l'ai pas sorti. Pas encore. Je voulais savourer ce moment de transition. Entre la victime que j'étais et la survivante que je devenais. Arrivé à la gare, j'ai donné un pourboire généreux au chauffeur. Pour la thérapie, lui ai-je dit avec un petit sourire triste. Il m'a fait un clin d'œil. Courage, petite. L'avenir est à vous. Chapitre 14, la tempête médiatique et l'égale nombre de mots, 650. Les 48 heures qui ont suivi ont été un ouragan numérique. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai enfin regardé mon téléphone. 47 appels manqués. 122 messages. Les premiers messages de Sibylle étaient des menaces, « Tu vas le payer, reviens tout de suite. » Puis, vers minuit, le ton a changé. La panique, ils ne veulent pas nous laisser partir, Gontran pleure, maman fait une crise de nerfs, c'est de ta faute. Enfin, vers 3 heures du matin, la supplication, Azili, s'il te plaît. Ils vont nous emmener au poste. Il faut que tu viennes payer la caution. Je t'en supplie. Je suis ta sœur. J'ai tout lu avec un détachement clinique. J'ai appris par tante Bettina le lendemain matin ce qu'il s'était passé. Sibylle a dû laisser sa montre, une vraie, cadeau d'un ex, et signer une reconnaissance de dette devant la police. Ils ont évité la garde à vue de justesse, mais le restaurant a porté plainte. Gontran est fiché. Mais le pire pour Sibylle n'était pas la police. C'était l'humiliation sociale. Quelqu'un avait filmé la scène. Pas tout, mais la fin. La partie où le maître d'hôtel les bloque, où Sibylle hurle. La vidéo circulait sur TikTok avec la légende, des influenceurs fauchés essaient de gratter un resto de luxe #chez #karma. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas partagé. J'ai passé ma journée à faire quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, le nettoyage. J'ai bloqué Sibylle, bloqué. J'ai bloqué Gontran, bloqué. J'ai bloqué Marius, bloqué. Puis je suis arrivé au nom de « maman ». Mon doigt a hésité une fraction de seconde. J'ai revu son visage quand elle m'a appelé « assistante ». J'ai appuyé sur « bloquer ». C'était fini. Les « singes volants », les tantes éloignées et cousines manipulées par ma mère, ont essayé de m'atteindre sur Facebook, me traitant d'ingrate, disant que je devrais avoir honte d'avoir de l'argent et de ne pas aider ma mère. J'ai fait un statut public, un seul, l'amour ne s'achète pas. Le respect ne se négocie pas.
J'ai payé ma part toute ma vie. L'addition est soldée. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé sur mon chantier. La pierre m'attendait. La pierre ne ment pas. La pierre ne vous trahit pas. 6 mois ont passé. Je suis debout devant la façade restaurée du château de Vigny. Le soleil de fin d'après-midi frappe la pierre calcaire, la faisant briller d'un or chaud. C'est magnifique. C'est solide. J'ai beaucoup pensé à l'art japonais du kintsugi pendant ces 6 mois. Vous savez, cette technique qui consiste à réparer les céramiques brisées avec de la laque mélangée à de la poudre d'or. Au lieu de cacher les fissures, on les sublime. On considère que l'objet est plus beau parce qu'il a été brisé. Je suis comme ce château. Je suis comme un bol kintsugi. Mes fissures sont là. Je ne les cache pas. La douleur de ne pas avoir été aimée par ma mère est une cicatrice en or qui traverse mon cœur. Elle me rappelle que je suis capable de survivre. Elle me rappelle d'être bienveillante avec ceux que j'aime, de ne jamais faire ressentir à quelqu'un qu'il est de trop. Je n'ai plus de nouvelles d'eux, et c'est le plus beau cadeau qu'ils pouvaient me faire. J'ai appris par des bruits de couloir que Sibylle a dû vendre ses sacs à main et que Gontran travaille maintenant comme commercial dans une boîte de fenêtres bas de gamme. Maman vit dans le petit studio de Nice, seule avec son amertume. Moi? Je vais bien. Vraiment bien. J'ai reçu une invitation hier. Un de mes chefs de chantier se marie. Sur l'enveloppe, il y a écrit « Pour Azilie et son invité ». J'ai souri. J'ai pris mon stylo. J'ai écrit « Azilie et Bettina ». Ma tante est devenue ma mère, ma sœur, mon amie. Nous passons nos dimanches à cuisiner et à rire, un rire vrai, pas celui qui brise le cristal. J'ai découvert que la famille, ce n'est pas l'ADN. L'ADN, c'est juste de la biologie. La famille, c'est ceux qui vous mettent une vraie chaise à leur table. C'est ceux qui vous demandent si vous avez soif avant de se servir du vin. J'ai regardé le château une dernière fois. Il a tenu des siècles. Il a traversé des guerres, des tempêtes, des abandons. Et il est toujours là. Plus fier que jamais. Je me suis retournée, j'ai mis mon casque de chantier sous mon bras, et j'ai marché vers ma voiture. Je ne suis plus l'assistante de personne. Je suis l'architecte de ma propre vie. Et cette vie, croyez-moi, elle vaut bien plus que 4 850 €. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ça n'a pas été facile de la revivre, mais si mon expérience peut aider une seule personne à se lever de sa chaise pliante et à quitter une table toxique, alors ça en valait la peine. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille pour sauver votre santé mentale? Racontez-moi votre histoire. Vous n'êtes pas seul. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.